Donc sur le sommaire, on va avoir une brève présentation des structures qui sont là aujourd'hui. Puis on va passer sur les critères de sélection du programme microprojet. Et ensuite, on va passer en revue l'ensemble du dépôt de dossiers sur le portail solidaire, pour que vous voyez un peu les différentes rubriques qui sont demandées. Donc je vais tout de suite passer la parole à l'équipe de Resacop qui va vous présenter leurs activités. Bonjour, nous sommes deux de l'équipe de Resacop aujourd'hui. Donc moi je suis Isabelle Robert, chargée de mission. Resacop, beaucoup d'entre vous connaissent déjà par différents canaux, peut-être les accompagnements, donc c'est une de nos activités. Donc on peut vous accompagner sur vos projets, sur vos mises en lien avec des structures, etc. Pour ceux qui connaissent pas Resacop, c'est un groupement d'intérêt public qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est donc un réseau régional multi-acteurs. Et donc on a cette mission d'accompagnement que je vous indiquais à l'instant. On a des missions aussi de mise en réseau des acteurs entre eux, soit sur un même territoire ici, soit sur un territoire d'action dans un pays dit du Sud ou des Suds. On a des actions de formation que Amélie va vous présenter après en vous donnant quelques petites formations qui arrivent prochainement. Et puis on a tout un travail d'observatoire aussi sur le territoire, observatoire de ce qui se vit en région sur l'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale et sur la solidarité internationale au sens large. Donc on a un annuaire des acteurs et des projets. On est en train de refaire cet annuaire-là parce qu'on a changé de site internet, donc n'hésitez pas à vous y référencer pour découvrir les acteurs du territoire, mais aussi vous faire connaître davantage sur le territoire de la région. Voilà, donc on est un groupement d'intérêt public avec 28 membres. On s'adresse à la fois aux collectivités territoriales, on s'adresse aussi aux acteurs associatifs, petits, moyens, gros, et puis aux entreprises aussi sur des partenariats possibles. Voilà, on a différents dispositifs d'accompagnement, mais ça, n'hésitez pas. On vous mettra des liens pour solliciter les accompagnements si nécessaire. Les accompagnements, ils peuvent se faire en bilatéral ou en collectif. Ce qui est important aussi, c'est que les accompagnements, ils sont souvent, vous nous sollicitez sur la phase vite, on a une recherche de financement à faire. Donc là, effectivement, on peut vous aider à construire votre projet. Mais on peut aussi être présent pendant la réalisation du projet et aussi au moment du reporting. Voilà, un projet, c'est bien l'ensemble des phases jusqu'à la remise d'un rapport final. Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue, je pense, pour la suite de la présentation de Resacop. Merci Isabelle. Donc moi je suis Amélie Rémignac de Resacop. Je pense qu'Isabelle vous a dit pas mal de choses, mais de façon assez synthétique. Je vous ai remis nos services et qui peuvent vous intéresser. Et puis avec les liens, donc on vous enverra les slides avec les liens directs sur notre site internet. Donc l'accompagnement, on a un formulaire d'inscription que vous pouvez remplir sur le site internet. Autrement, Isabelle a parlé donc l'annuaire des organisations et panorama des projets. Vous pouvez vous inscrire pour pouvoir avoir plus de visibilité, mais aussi vous avez la possibilité de publier vos actualités, vos formations, vos événements dans les rubriques de notre site. Et puis la formation, donc cycle de projet, qui est constitué de 5 modules à distance et puis de rencontres en présentiel. Et puis bien sûr les séances d'information sur des appels à projets comme aujourd'hui. Pour vous donner plus les événements actuels, vous avez le programme de formation ici. La prochaine formation, c'est le module 4, élaboration d'un budget et financement d'un micro-projet de développement. Donc là, on arrive à la fin du premier cycle de formation qui est le 9 et 16 mars. Puis il y aura un nouveau parcours de formation qui commencera en avril.
Donc voilà, vous avez ici aussi tous les liens pour plus d'informations et pour les inscriptions. Voilà, je vais laisser la parole à Territoire solidaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Ella Carrara, je travaille pour Territoire solidaire, le réseau régional multi-acteurs RRMA de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et nous, nos locaux sont implantés à Marseille. Donc Isabelle et Amélie m'ont pas mal prémâché le travail, parce que globalement, on propose les mêmes services. Donc notre structure fédère des associations, des collectivités territoriales, des établissements d'enseignement, des acteurs économiques, etc. Tout ça dans une dynamique d'échange et de collaboration. Donc, on a pour objectif, enfin, nous, nos objectifs sont d'améliorer la qualité des actions de coopération et de solidarité de la région et de contribuer aussi à l'ouverture à l'international de ses habitants. Et donc, pour tout ça, nous, on propose un ensemble de services assez similaires à ceux qui sont proposés par Redacop. On va proposer des temps d'information, des temps d'échange, des temps de professionnalisation et aussi de valorisation des acteurs de la région avec l'Observatoire, qui est le même que celui que Rezacop vient de vous présenter. Et on propose également des temps d'information comme le- la réunion qui nous rassemble aujourd'hui et des temps d'accompagnement, pareil, de la création à l'évaluation de votre projet. Euh, je vais vous présenter deux, trois actualités du moment. Je réintégrerai une slide dans le PowerPoint qu'on vous enverra à la fin de la réunion. Nous, d'ici la fin du mois, on va publier un état des lieux des fondations et des fonds de dotation qui financent des projets de solidarité internationale et de sensibilisation à ces questions et qui sont domiciliés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va publier ça, il devrait sortir d'ici la fin du mois. Mi-mars, le 12 précisément, on organise un temps de restitution d'une étude qu'on a menée en partenariat avec la Guilde sur les associations de solidarité internationale de la région PACA. Cette restitution a lieu à Marseille, mais également en visioconférence. Donc, vous êtes les bienvenus. Et en ce qui concerne les formations, on va lancer dès le mois d'avril deux cycles de formation en parallèle, l'un à Marseille, l'autre à Nice, pour couvrir le territoire régional. Donc pareil sur la gestion du cycle de projet pour aider les associations de l'ensemble de la région à améliorer la qualité de leurs projets de solidarité internationale. Donc je devrais publier le programme de formation d'ici la fin du mois avec les formulaires d'inscription. Je vais vous mettre mes coordonnées dans le chat, parce que c'est l'adresse contact qui est sur la slide, au cas où vous vouliez me contacter. Voilà, pour moi, je repasse la parole à Noah, je pense. Merci, Ella. Juste, pardon, je te coupe 2 Euh, secondes. Il y a des soucis de donc, je son vais me a priori. présenter également. Pardon, Isabelle. Il y a dans le chat une personne qui a des soucis pour entendre. Je voulais m'assurer que c'était bon pour tout le monde le son. J'espère que tout le monde m'entend. Vous Oui, m'écoutez? oui, C'est oui. Véronique, la présidente de l'association ADLCP de Grenoble. Bienvenue. Alors, on va juste s'assurer que tout le monde entend bien. Oui, Dominique Bertrand, LMDO. En fait, il y avait un problème de niveau D'accord, de deuxième intervenant qui était plus faible, mais sinon, en tout cas, moi, j'entends très bien tout le monde. parfait, merci. Super. Oui, bonjour, c'est Emmanuel. Moi, je vous entends 5 sur 5. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Donc, je vais passer à la présentation de la guilde. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Laura Leham, donc chargée de mission au pôle microprojet de la guilde, et je suis accompagnée de ma collègue Héloïse, qui se présentera par la suite. Donc, pour présenter rapidement la guilde, c'est une association qui est assez ancienne, qui a été créée dans les années 1960 et reconnue d'utilité publique en 1981. Ces missions tournent essentiellement autour de le soutien aux initiatives d'aventure, de voyage et d'exploration, mais aussi tout ce qui va toucher à la solidarité internationale. Donc, au sein de la guilde, il y a 4 pôles principaux. Tout d'abord, le pôle aventure, donc, qui va attribuer des bourses à l'aventure, qui organise aussi le festival du film d'aventure à Dijon tous les ans, qui a lieu en octobre. Il y a aussi le pôle volontariat, qui est susceptible de vous intéresser aussi,
parce que donc, la Guilde est la première ONG pour l'envoi de volontaires. Et il y a deux types de contrats pour l'envoi de volontaires, c'est le contrat VSI et le contrat service civique. Donc, on en parlera un petit peu plus dans le déroulé de la présentation. Donc, il y a aussi le programme direct. Donc, en fait, c'est le pôle programme, c'est la guilde qui va porter directement des projets. Et ça tourne surtout autour de projets culturels comme une radio de la paix en Irak, un soutien à la radio des femmes en Afghanistan, mais aussi autour de la rénovation, notamment de mosquées, d'églises ou d'un musée. Il y a un musée à Raqqa qui a d'ailleurs été ouvert cette semaine donc, par la guilde. Et il y a enfin le pôle microprojet qui est celui qui organise cette réunion d'information avec les partenaires. Donc nous, on a deux missions principales au sein du pôle microprojet. D'une part, c'est de tout d'abord valoriser ce que vous faites finalement, donc ce que font les petites et moyennes associations de solidarité internationale en France et à l'international, et de favoriser, d'aider la mise en place de microprojets de développement par différents moyens. Donc, on va tout d'abord proposer des accompagnements qui sont des accompagnements, mais aussi des formations. Et on est fortement en lien justement avec les réseaux régionaux multi-acteurs, donc de chaque région de France, pour tout ce qui va être formation et accompagnement, parce qu'ils sont au plus proche des associations et ils peuvent proposer des différentes mises en contact avec voilà, des mises en réseau aussi, avec les associations, les bailleurs, tout le réseau de la région. On a aussi des activités de suivi et évaluation, donc qui se traduisent par des activités des missions terrain, où on va aller visiter les projets financés directement sur place et voir ce qui a pu être fait, les difficultés et comment améliorer les choses également. Et des activités de suivi des projets, donc également en lien avec les RMA, sur toute la phase, comme a dit et a bien rappelé Isabelle, toute la phase de mise en œuvre du projet. On a aussi des activités donc, de capitalisation qui sont en fait la remontée d'informations de plusieurs projets qui vont nous permettre de servir de matériel et de valoriser vos actions. On a par exemple construit des guides thématiques sur tout l'ensemble du cycle de projet. Donc par exemple sur le budget, le financement, sur le suivi et l'évaluation, ou même en amont sur la planification et comment mettre en œuvre un diagnostic, donc une préétude avant la mise en œuvre d'un projet. Donc tout ça, c'est nos activités de capitalisation, c'est vraiment capitaliser sur vos expériences, sur les projets pour en ressortir des expériences communes. Et enfin, donc, ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, on a aussi des activités de financement, donc qui se traduisent par des appels à projets. Et c'est donc l'objet de ce webinaire. Donc, à la Guilde, on fonctionne avec un programme multithématique. On a 2 appels à projets par an, multithématiques et multi-pays. Donc, on en a un en printemps et l'autre en automne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les dates, etc., de l'appel à projet printemps. Et je vous présenterai aussi des appels à projets spécifiques que la Guilde met en place sous certaines thématiques ou en fonction de certains besoins sur certains pays. Donc, pour les appels à projets multithématiques, on a 2 seuils de financement. On a un premier seuil qui est ouvert à toutes les associations qui sont éligibles à nos appels à projets, qui va de 3 000 jusqu'à 12 500 euros. Donc ça, c'est vraiment à toutes les associations, elles peuvent solliciter dans ces montants-là. Et ensuite, on a un deuxième seuil qui va jusqu'à 20 000 euros pour les associations qui ont déjà reçu un financement de la part de la Guilde dans un appel à projet précédent et qui ont un budget annuel N-1. Donc, dans ce cas-là, ça va être pour l'année 2023, qui est supérieur à 50 000 euros. Voilà, donc ce deuxième seuil, il est uniquement ouvert si l'association remplit ces 2 critères-là. Je vais commencer la présentation avec la nouveauté de l'appel à projet de printemps 2024 pour les associations qui nous connaissent déjà. Et ensuite, je vais dérouler sur l'ensemble des critères d'éligibilité et les critères de sélection de ces projets-là. Donc, la nouveauté sur cet appel à projet, c'est que les frais de volontariat pour le VSI sont désormais éligibles, ou en tout cas une partie.
Donc, ça veut dire que vous pouvez présenter ces frais-là et qui pourront être pris en compte comme une dépense du projet. Pour ça, je vais vous présenter très rapidement ce que c'est un volontariat de service de solidarité internationale. Mais je vous redirigerai aussi pour les associations qui sont intéressées vers nos collègues qui, elles, s'occupent vraiment de toute cette partie-là. Donc déjà, le volontariat de solidarité internationale, c'est une mission d'intérêt général qui est réalisée en dehors de l'Union européenne dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire. Donc, ça rentre dans les activités que vous mettez en œuvre. Et donc, en ce qui concerne ce que la guilde va pouvoir couvrir dans sa dotation, c'est notamment des frais de transport de ou vers le lieu de la mission, l'indemnité qui est donnée, une partie de l'indemnité qui est donnée aux volontaires, des frais de logement ou des frais annexes tels que, qui sont liés à l'exercice de la mission. À contrario, ce qui ne va pas pouvoir être couvert par les frais, par la dotation de la guilde, c'est toutes les charges qui sont autour de la couverture sociale, de la mutuelle, l'assistance rapatriement et les frais de formation. Pourquoi? Parce que ces frais-là sont déjà traités distinctement par des financements publics, déjà donc par des dispositifs de volontariat qui sont installés par le MEE ou par les différents dispositifs. Donc, nous, ce qu'on vous conseille pour ces frais de VSI qui sont désormais éligibles, c'est en fait de mettre une ligne, si vous accueillez un VSI, c'est de mettre une ligne dans votre budget du projet du coût total de ce VSI. Et ensuite, nous, on vous contactera pour creuser un peu plus cela. Donc, par exemple, le temps que ce VSI va passer sur ce projet précis et les frais divers du VSI, que représente le VSI. Donc, pour continuer ma présentation de ce que c'est un VSI, donc un VSI, c'est une mission qui va de 1 an minimum jusqu'à 6 ans maximum. Et c'est un statut qui est ouvert à toute personne majeure et de toute nationalité, sauf la nationalité du pays dans lequel se déroule la mission. L'idée d'un VSI, c'est surtout de venir apporter une expertise technique au sein d'un projet. Donc, par exemple, ça peut être un infirmier dans un projet de santé qui va permettre de venir renforcer les compétences de l'équipe locale. Ça peut être aussi des missions de coordination de projet, une mission de formation technique à telle ou telle thématique. Donc, tout ce qui est ingénierie aussi, gestion de projet, c'est des postes qu'on peut proposer à un statut VSI. Ce qui est important de savoir, c'est que pour la structure d'envoi, donc ce sera l'association française, il y a certains frais qui doivent être pris en charge, comme un billet aller-retour sur le lieu de la mission pour le volontaire, les frais de visa, et il y a aussi des indemnités mensuelles que vous devez, donc c'est comme un salaire finalement, mais c'est sous forme d'indemnité. Et il y a une partie de la couverture de santé qui doit aussi être prise en charge par la structure d'envoi. Enfin, pour passer donc rapidement sur cette partie-là, la guilde est donc un organisme d'envoi de volontaires, comme j'ai dit lors de l'introduction. Et il y a plusieurs avantages à passer par l'intermédiation de la guilde pour votre structure. La première, c'est tout simplement de bénéficier de l'expertise de la guilde, parce que la guilde fournit des formations au départ, le suivi en cours du volontaire au sein de la mission, et aussi l'accompagnement au retour des volontaires. Donc, c'est des exigences qui sont, quand on envoie un VSI, il faut absolument passer par une étape de formation, mais aussi, de préparation au départ, mais aussi de retour des volontaires. Et la guilde prend en charge ces formations-là. Ça permet aussi à vos volontaires de rester dans un cadre juridique qui est sécurisé et professionnel, tout en restant non lucratif, parce que le volontaire ne touchera pas donc un salaire, mais bien une indemnité. Ça permet aussi d'accéder à des profils de volontaires qui sont professionnels. On a une banque, effectivement, de profils de volontaires et on peut vous proposer ou mettre en lien certains volontaires en fonction des besoins de votre association. On peut aussi diffuser l'offre à tout notre réseau. Donc, ça peut vous permettre aussi d'avoir des contacts avec les volontaires un peu plus adaptés au profil que vous recherchez. Vous pouvez évidemment bénéficier de l'appui de jeunes en service civique pour vos projets. Donc, les frais de service civique sont toujours inéligibles, par contre, à notre dotation. Et ça permet d'être en lien avec tous les partenaires institutionnels de la guilde
Et donc, ça permet de bénéficier d'informations utiles comme les informations transmises par le centre de crise du MEAE. Donc voilà pour la nouveauté de cet appel à projet, c'est vraiment l'éligibilité des frais VSI. Et ensuite, pour les questions de comment mettre en place un service de volontariat, accueillir un volontaire, on pourra vous donner plus d'informations si cela vous intéresse. C'était vraiment un aperçu rapide de ce que c'est un VSI. Donc, je vais dérouler maintenant les critères d'éligibilité de l'association. Donc, à qui est destiné cet appel à projet? Quelles associations peuvent déposer à l'appel à projet donc printemps 2024? Donc d'abord, cet appel à projet est destiné à toutes les associations françaises qui ont un partenariat avec une structure locale, donc dans le pays de mise en œuvre du projet. Cette association française doit être enregistrée en préfecture et avoir plus de 2 ans d'existence. Donc il va falloir nous transmettre l'enregistrement au journal officiel, par exemple, et on va regarder que la date d'existence de l'association soit supérieure à 2 ans d'existence à partir de la date de clôture de l'appel à projet. Donc, je vais vous donner les dates par la suite, mais pour cette session, ce sera le 2 avril 2024. L'association doit disposer de moins de 200 000 euros de ressources annuelles de l'année N-1, donc dans ce cas-là, de l'année 2023. Et tous les pays d'intervention sont éligibles et il y a une liste de l'aide au développement qui est fournie par l'OCDE que vous pouvez trouver sur leur site. Mais globalement, c'est tous les pays en voie de développement, il y a beaucoup de pays. Sauf pour cette session, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne pourront pas être éligibles. Le Mali, ça fait déjà depuis 2022, depuis novembre 2022, que les financements publics se sont arrêtés. Et pour le Burkina Faso et le Niger, il y a voilà, des directives d'État qui font qu'il y a uniquement l'aide humanitaire qui peut être déployée désormais dans ces pays. Donc nous, comme on est plutôt un dispositif d'aide au développement, les projets au Burkina Faso et au Niger ne pourront pas être éligibles à cette session. En ce qui concerne le partenaire, donc la structure locale avec laquelle vous êtes en partenariat, ça ne doit pas être une personne, mais bien un groupement moral. Et ça n'est pas obligatoirement une association, ça peut être une mairie, une école, une coopérative, un groupement d'intérêt public. Enfin, voilà, il y a plusieurs types de partenariats qui sont possibles, mais pas une personne physique. Je vais passer rapidement sur les types de projets et ensuite on aura un temps dédié pour les questions. J'imagine qu'il y en a sûrement. Donc pour le type de projets qui sont éligibles, donc c'est vraiment des critères qu'on va regarder et il faut savoir que si votre projet ou l'association ne rentre pas dans ces critères d'éligibilité, on va même pas lire le contenu, le narratif de votre dossier. Donc il faut bien faire attention à ces critères d'éligibilité qui sont vraiment stricts. Donc tout d'abord, les types de projets qui sont éligibles, c'est tous les projets qui tournent autour de l'aide au développement. Donc c'est des thématiques très variées qui englobent l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, l'autonomisation, l'accès à l'eau. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de thématiques qui sont également disponibles dans le site de l'OCDE. Et vous pouvez aussi regarder les objectifs de développement durable des Nations Unies. Un critère d'éligibilité qui est strict, c'est que votre projet doit être compris dans une durée entre 1 et 3 ans. Ça ne peut pas être moins de 1 an. Pourquoi? Parce qu'on entend par la mise en œuvre de ces activités-là le temps qu'il faudra aussi au projet pour devenir autonome au moyen terme. Et ça inclut aussi des activités de suivi de ce projet. Donc, pour pouvoir dégager déjà des premiers résultats et observer des changements, il faut laisser un temps de suivi du projet. Donc, c'est 1 à 3 ans, mais ça peut inclure des activités de suivi du projet. En ce qui concerne l'inéligibilité, c'est pas facile comme mot, tous les projets qui sont pas éligibles, c'est des projets qui sont autour de la construction ponctuelle, donc de la construction simple. Par exemple, si vraiment on est sur de la construction des murs de l'école, mais qu'on va pas venir équiper cette école, qu'on va peut-être pas... Enfin, il faut y avoir un ensemble d'activités autour pour que ça puisse constituer un dossier éligible. Ça va aussi en cohérence avec la durée du projet qui est entre 1 et 3 ans. Tous les projets donc d'urgence ne sont pas éligibles. Par exemple, de l'aide alimentaire d'urgence, ça n'est pas un projet qui est éligible. Tous les projets autour du microcrédit, des prêts à des bénéficiaires ne sont pas éligibles non plus. Et aussi tous les projets qui sont cofinancés par le MEAE ou l'AFD. Par exemple, il y a les subventions du FORIM
qui sont aussi des subventions qui sont attribuées par l'AFD, comme nos subventions. Et donc, ça ne peut pas être cofinancé sur le même projet. En revanche, l'association peut, elle, être financée sur un autre projet par les ambassades, par l'AFD ou autre. C'est juste sur ce projet, sur le projet que vous nous présentez, qu'il ne peut pas y avoir de cofinancement. Parce que donc nous, on a des cofinancements, enfin des financements de l'AFD. Et donc l'AFD ne peut pas avoir, l'État ne peut pas avoir des cofinancements sur un même projet. Euh, voilà, donc pour finir sur les types de projets qui sont éligibles, je souhaitais rappeler que dans la continuité des programmes sport et développement et des appels à projets Impact 2024 international qui ont eu lieu depuis 2019 et qui se sont finis en 2022, on a décidé de rendre éligible le sport aux appels à projets multithématiques de la Guilde. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le sport? C'est vraiment le sport comme outil, comme levier pour le développement. On entend le sport comme vraiment un champ d'action transversal, donc un moyen pour arriver à l'objectif de développement qui est souhaité. Donc, pour vous donner quelques exemples, c'est par exemple, on va utiliser le sport comme levier pour la santé et le bien-être, qui va répondre à l'ODD numéro 3. Donc, par exemple, de mettre en place une pratique sportive, une activité physique qui va permettre de prévenir, par exemple, les maladies physiques ou psychologiques des bénéficiaires. C'est avec la mise en place d'éducateurs que le sport sera un rendez-vous idéal pour sensibiliser, par exemple, à l'hygiène et aux maladies sexuellement transmissibles. Donc, on ne développe pas des activités sportives pour développer des activités sportives, mais elles vont vraiment servir comme un moyen pour arriver à notre fin. Par exemple, un exemple évocateur, c'est aussi le sport pour l'égalité entre les sexes, qui vient répondre à l'ODD numéro 5. Donc, c'est par exemple, la pratique du sport va encourager l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, parce qu'on va démontrer que le sport a un impact sur la santé et le bien-être, l'estime de soi et l'intégration sociale. Donc, ça va démontrer, par exemple, sur un projet qui promeut l'usage du rugby, par exemple, et on va former des femmes au rugby qui est un sport parfois réservé aux hommes. On va former des femmes à la pratique du rugby et ça va permettre à ces femmes-là d'acquérir une confiance en soi plus grande. Donc voilà, là, ça montre bien comment le sport est uniquement un outil pour arriver à notre fin qui est un renforcement de la confiance en soi des jeunes filles. Avant de passer sur les critères de sélection, je voulais savoir s'il y avait des questions sur les critères vraiment d'éligibilité des projets. Oui, alors je ne sais pas si c'est Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir, toujours dans l'éligibilité, vous parlez ou vous allez parler, disons, de dossiers ou d'actions qui ont déjà été engagées par le passé et donc qui ne peuvent pas être poursuivis dans le développement de micro-projets au travers de la guilde. Donc, il se trouve que nous avons sur Madagascar une action qui a été entamée il y a 1 an et demi maintenant, qui marche très bien et que nous voudrions poursuivre, mais dans un aspect, une approche un peu différente. Est-ce que cela est possible? C'est-à-dire, on ne continue pas directement ce qu'on a déjà engagé, même si ça fonctionne bien, mais nous voulons l'orienter vers une action plus spécifique, en particulier au niveau des enfants. Oui, bien sûr. Donc, je vais le spécifier ensuite sur les dépenses qui sont éligibles ou D'accord. pas. Mais effectivement, toutes les activités qui ont déjà eu lieu par le passé ne peuvent pas faire l'objet d'un financement. En revanche, si effectivement vous passez sur une phase 2, on pourrait parler comme Oui, ça, une deuxième partie de projet ou un développement ou une duplication d'un projet, c'est un projet qui va commencer, donc des activités qui vont avoir lieu. Donc, c'est tout à fait éligible à nos financements, oui. d'accord. Donc, on peut, comme vous venez de l'exprimer, dire on s'appuie sur ce qu'on a fait pendant 1 ou 2 ans et pour Tout à fait. justement mettre en place cette action complémentaire. Et Donc, d'ailleurs, ça c'est nous... bienvenu. Vous verrez dans le dépôt, il y a une partie un peu contexte historique du projet D'accord, où OK. on vous invite à expliquer en quoi ce projet est pertinent et qu'est-ce qui vous a fait apporter cette solution-là. Donc, se baser sur D'accord. des expériences préalables de votre association, c'est bienvenu en effet. D'accord. Je profite, puisque j'ai pris la parole, au niveau du partenariat local, vous avez dit que ça pouvait être une mairie, une association, une école, une coopérative. Quand vous dites partenariat, ça doit être traité sous forme de convention, d'un accord. Quel est le statut ou la formule qui convient le mieux? Oui, tout à fait. Donc, on vous demandera une convention Convention, signée par d'accord, les oui. deux parties. Donc, en fait, D'accord, je déroulerai ensuite les différentes
vais bien rappeler les documents attendus, les rubriques qu'on vous demandera. Je D'accord. vous laisse aussi LMDO, la main, je vous écoute. Oui, je voulais juste savoir par rapport à l'exclusion des trois pays, et en particulier le Burkina Faso, parce que c'est celui qui nous concerne. Est-ce que vous savez si c'est pour toute l'année ou s'il y a une chance que ça soit revu pour le second appel à projet à l'automne? Alors, en toute honnêteté, c'est compte tenu du contexte L'évolution oui. sécuritaire actuel et aussi des directives de l'État. Euh, je peux pas, pour l'instant, on a décidé d'arrêter sur cet appel à projet, mais ça dépendra complètement de l'évolution Ça des dure directives de théoriquement l'État. jusqu'à 1h30. Ok. Tant que leur position n'aura pas changé, là, donc, ils ont décidé de couper les financements sur le développement, sur la partie développement, uniquement rester sur des financements humanitaires. Oui, oui. Et tant que ce sera leur position, malheureusement, on ne pourra pas ouvrir à ces pays-là nos appels à projets. D'accord. Voilà. Bon. Merci. De rien. Monsieur Claire? Oui, Monsieur Emmanuel, bon, voilà, excusez-moi. Est-ce que je reviens un peu au récit pour savoir si c'est un projet à part ou bien ça fera partie d'un projet pour lequel voilà, les volontaires qui aimeraient peut-être aller sur le terrain pour soit un suivi de projet qui est déjà qui doit être réalisé, ou alors précisément, ben, il faut présenter tout un projet à part dont le budget partirait de 3 000 peut-être au 12 500 pour ça. C'est par rapport au récit. Je vous entends très très mal, mais c'est des questions liées aux frais d'un volontaire, c'est ça? Vous avez Oui, un volontaire qui est maintenant sur un projet, oui, mais exact. qui est déjà en train d'être mis en place, c'est ça? Voilà, exactement. Oui. Alors, nous on ne pourra pas financer un projet qui est déjà en train d'être mis en place. Cependant, si le volontaire contribue à un prochain projet que vous allez mettre en place, vous pourrez présenter ce projet-là et donc faire apparaître les frais de volontaire. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, merci beaucoup. Mais donc, c'est que voilà, le projet il est déjà mis en place, par exemple, ou alors, s'il faut qu'il y ait peut-être un autre projet, ou bien un projet seulement d'envoi de volontaires, donc quelqu'un qui pourrait aller pour des suivis d'un projet qui peut être mis en place. J'ai dit maintenant, les frais, ils seront mis dans l'élaboration du projet à mettre en place, donc à soumettre, ou alors ça, ce sont de frais qui peuvent être pris euh, à part par rapport au projet qu'on aimerait bien soumettre. C'est aussi une seule question de la première question. Euh, alors, pour ce qui est du détail des frais qu'on pourra prendre en charge, ça, ce sera vu dans une deuxième partie. Nous, ce qu'on vous invite, c'est vraiment à mettre la ligne de ce que ça vous coûte, ce volontaire-là. Donc, ce volontaire-là est sûrement sur plusieurs projets, ou peut-être pas, mais s'il est sur plusieurs projets, nous, après, on ira, si votre projet est présélectionné, nous, on ira aller demander ce détail-là aux associations. Merci. Merci. Monsieur Yepmo? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Je voulais savoir si l'appel à projet, c'est les informations que vous donnez, c'est pour le seuil 2, sur le seuil multi-thématique ou c'est sur le seuil 2? C'est pour les deux seuils de financement. C'est les mêmes critères. Le deuxième seuil, comment dire, il peut être sollicité uniquement sous certaines conditions. Mais Oui, c'est les mêmes critères pour tous les seuils. et les fourchettes de financement, il y a des contributions, il y a des parts orientées vers la structure porteuse. Et à quel pourcentage? Non, c'est uniquement des frais pour le projet. C'est vraiment, vous nous présentez un projet. Après, il y a une toute petite partie où il y a frais administratifs, où effectivement, vous pouvez flécher ces frais-là sur des frais de structure. Mais nous, vous nous présentez vraiment le budget d'un projet. D'accord. Donc, on reste bien d'accord que entre 3 000 et 12 500, c'est pour le seuil 1 avec un minimum de durée à 1 an. Oui, de durée du projet à 1 an, ouais. Les deux seuils, c'est Hmm. pour les mêmes critères. D'accord. Ok, je vous remercie. Avec plaisir. Pierre, vous avez levé la main?
Oui, alors ma question porte sur l'acquisition de matériel. Est-ce qu'on peut prendre en compte dans le budget de l'association, enfin, pardon, du projet, Mhm. la fourniture de matériel nécessaire à la réalisation du projet et à quelles conditions? La question là, je la pose par rapport à un projet d'aide à monter une formation là-bas, au Sénégal. D'accord. Alors également, hein, je passerai bien en revue les frais, les dépenses qui sont éligibles et pas éligibles par la suite. Mais donc rapidement, l'achat de matériel est éligible si c'est du matériel qui est acheté sur place dans le pays. Si c'est du matériel acheté en France ou en Europe et ramené sur place, ça ne pourra pas être éligible à notre dotation. Ça peut être présenté dans le budget du projet, mais ça ne pourra pas être financé par notre dotation. J'expliquerai ensuite les dépenses, les seuils, etc. D'accord. C'était relatif à un cas où on ne peut pas se procurer le matériel sur place, hein. Alors, si vraiment vous ne pouvez pas vous le procurer sur place ou dans les pays environnants, dans ce cas-là, il faut bien l'indiquer sur le dossier et ça pourra potentiellement faire l'objet d'une dérogation. Mais c'est par exemple pour du frais, du matériel médical très pointu, parfois on laisse passer des dérogations. Si c'est des frais de construction, on estime que sur place, c'est possible de se le procurer. Après, ça, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Donc, il faut bien le préciser dans le dossier. D'accord, merci. Je vois pas mal de mains levées. Je vais prendre les deux dernières, donc Abibou et Monsieur Bazin. Alors, je ne sais pas si M. Abibou est là. Moi, je suis M. Bazin de l'association Amdam. Ma question, c'est est-ce qu'on peut déposer deux projets? Parce qu'en fait, nous, on fait des missions chirurgicales au Maroc et donc on aurait besoin d'un financement de médicaments et de matériel sur place. Et on est en train de construire un dispensaire chirurgical dans l'Atlas. Donc, c'est deux projets différents. Non, malheureusement, vous pouvez présenter un seul projet par association, par appel à projet. Donc, comme OK. on a 2 appels à projet par an, vous pourrez peut-être prioriser l'un des deux en fonction du calendrier de mise en œuvre à cet appel à projet. Et s'il est financé, vous pourrez présenter le deuxième à l'automne. OK. Merci beaucoup. De rien. Monsieur Atayoub, n'hésitez pas à prendre la parole. En attendant, et là, je crois que tu as levé la main aussi. Oui, c'était suite à une question dans le chat, mais bon, qui a partiellement été répondue. Il y avait la question sur est-ce qu'il est possible de soumettre deux projets différents sur l'appel à projet en cours et si une entreprise locale à caractère social, comme une ferme agricole, était acceptée comme partenaire local. Oui, tout à fait. Après, toujours, donc je présenterai dans la partie partenariat, mais il faut qu'on comprenne en quoi ce partenariat apporte quelque chose au projet et est pertinent dans le cadre de ce projet-là. Mais c'est tout à fait éligible. Et c'est tout pour les questions dans le chat. Super. Bon, ben, je vais continuer à dérouler et puis il y aura un autre temps, bien sûr, dédié pour toutes vos questions. Donc là, on va passer sur les critères qu'on appelle souples. Donc, c'est un peu les critères de sélection. Donc, qu'est-ce que le jury va regarder quand on choisit de financer un projet et quand on choisit que plutôt des projets vont devoir être retravaillés pour une prochaine session? Quels sont un peu les critères souples de sélection? Donc, tout d'abord, un critère qui est important pour la guilde, c'est que le projet émane d'une demande émise localement. Donc, que ce soit vraiment un projet qui soit construit sur place et qui soit formulé par les bénéficiaires ou la population locale. Et par rapport à ces demandes-là, on vient construire une réponse adaptée à travers notre projet. Un autre point important, ça va être l'ancrage local. Donc, on va observer l'articulation faite avec les politiques locales. L'idée, c'est de ne pas faire un projet hors sol ou qui vienne à contre-courant de ce qui est possible de faire localement. On va aussi observer les potentiels partenariats ou collaborations avec d'autres ONG ou d'autres associations locales qui sont peut-être plus expertes ou pour laquelle on va venir mobiliser leur expertise pour tel ou tel sujet. Donc, ces collaborations-là, cette articulation avec le tissu local est important aussi dans les critères de sélection. Le troisième critère qui constitue vraiment la colonne vertébrale du projet, c'est sa viabilité, sa pérennité. L'idée, c'est de se questionner sur comment le projet va être autonome sans investissement de bailleurs de fonds à chaque fois, qui vont venir injecter
dans le projet. C'est aussi de se questionner pendant la mise en œuvre du projet, quels sont les liens qu'on peut tisser localement et qui va permettre d'intégrer le projet et de potentiellement lever des moyens de financement locaux par la suite. Donc, ça peut être par exemple à travers des activités génératrices de revenus, mais aussi à travers la construction de partenariats avec tel ou tel ministère, telle ou telle mairie qui pourra permettre de financer le projet par la suite de manière pérenne. L'équilibre dans le budget est aussi quelque chose qu'on va regarder. L'idée, c'est de voir la cohérence entre les activités proposées et les dépenses qui sont mises dans le budget. Par exemple, si on a un projet qui est de 150 000 € et qui va venir contribuer uniquement à 4 personnes, on va se poser la question de la pertinence et de l'équilibre entre l'apport, le bénéfice de ce projet-là et le coût que cela a. Donc voilà, c'est cette partie-là qu'on va regarder. Les indicateurs de résultats aussi, on va s'intéresser en fait à comment vous allez mesurer les effets du projet, les changements. Quels sont votre suivi en fait de ce projet qui va permettre à la fin, lors du bilan, de faire remonter les changements grâce à votre projet ou les changements qui ont découlé de votre projet. Une attention particulière est aussi portée sur la participation. L'idée aussi, c'est de voir comment vous écoutez et vous permettez aux bénéficiaires d'être inclus tout au long du projet. Donc déjà dans la partie diagnostic, bien sûr, puisqu'on va voir en quoi votre projet répond à un besoin vraiment émis par les bénéficiaires, mais aussi de voir comment eux peuvent être mobilisés, intégrés dans la réflexion et dans la planification de tout le projet. Enfin, il y a une attention particulière qui est portée à 3 thématiques, on appelle des thématiques transverses. Donc, c'est des thématiques qui sont à réfléchir dans tout type de projet, peu importe le projet qu'on va mettre en place. Ces thématiques sont le genre, la jeunesse et l'environnement. Donc, l'idée, il y aura des parties dans le dépôt où on vous pose des questions spécifiques par rapport à ça. Si il y a une attention particulière qui est portée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, est-ce que le nombre de femmes bénéficiaires, c'est une question qu'on va vous poser. Mais au-delà de ça, de voir si il y a des femmes qui sont mises en avant dans des postes de responsabilité, que leurs paroles soient écoutées lors des réunions, qu'il y ait des temps peut-être dédiés à l'écoute de la parole de ces femmes-là, voilà. Donc, c'est cette partie-là qu'on va regarder. Il en est de même pour la jeunesse. Est-ce qu'il y a une volonté de responsabiliser les jeunes, de les inclure dans le projet? Pour la jeunesse, on entend les hommes et les femmes de moins de 35 ans. Pour l'environnement, donc l'idée, c'est de voir comment, voilà, l'idée, c'est qu'on ne finance pas des projets qui ont un impact très négatif pour l'environnement. Donc, s'il y a un impact négatif pour l'environnement, c'est de se questionner sur comment on peut mettre en place des moyens pour rééquilibrer cet impact et aussi de réfléchir à comment on peut avoir globalement, grâce à notre projet, un impact positif sur l'environnement. Donc, voilà pour ce qui en est des critères de sélection. Je vous ai mis ensuite donc, les dates de l'appel à projet, donc printemps 2024, qui est actuellement ouvert et comme je vous l'ai dit, qui se clôture le 2 avril 2024. Pour cet appel à projet, vous aurez les résultats. Donc, si vous êtes financé ou si le projet doit être retravaillé pour une prochaine session fin juin. Et il faut prévoir un versement en août, voire même début septembre. Je vous ai mis aussi un appel à projet qui est spécifique et qui est ouvert en ce moment-là. Donc, je vous ai dit que parfois, la Guilde met en place, déploie des appels à projets spécifiques en fonction des besoins émis par certains pays ou par certaines thématiques qu'il faut renforcer. Et donc, on a ouvert un appel à projet spécifique en Arménie. Donc, il y a uniquement des projets qui se déroulent en Arménie qui peuvent déposer à cet appel à projet. Et c'est pour venir en soutien aux Arméniens, mais aussi aux déplacés de l'Artsakh, voilà, suite au conflit qu'il y a eu, surtout en fin d'année dernière, mais qui a subi le déplacement massif de beaucoup de populations. Donc, cet appel à projet spécifique porté sur l'Arménie est ouvert jusqu'au 28 février 2024 et vous aurez des résultats le 1er avril. Donc, c'est un appel à projet, comme il y a uniquement des associations qui interviennent en Arménie, il y a forcément moins d'associations qui déposent. Donc, on vous invite, si vous avez un projet qui intervient en Arménie, à plutôt déposer à cet appel à projet.
Voilà pour l'agenda. Donc, je continue sur le processus de dépôt de dossier. Donc, l'idée, c'est vraiment, donc, je vais passer tout le dépôt de dossier par la suite, on pourra le voir ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment une fois que vous avez fini ce dépôt, enfin, on vous conseille de le faire relire par quelqu'un en dehors de l'association. Parce que parfois, quand on est, voilà, pour nous, le projet, c'est nous qui l'avons monté, donc c'est très clair pour nous. Mais parfois, de l'expliquer à une tierce personne, on oublie certains éléments clés, pour la compréhension de votre projet. Donc, on vous conseille de le faire lire par une personne externe qui pourra vous donner voilà, des degrés de compréhension. Donc ensuite, il faut payer 20 € pour vraiment déposer le projet en ligne. Ces 20 €, c'est tout simplement des frais d'utilisation et de stockage de la plateforme. Et il faut bien aller, j'insiste, jusqu'à cette dernière étape du paiement. Sinon, le projet il ne sera pas déposé et donc il ne pourra pas être pris en compte par nos équipes. Il faut vraiment aller jusqu'à la dernière phase de dépôt pour qu'on puisse le prendre en compte. D'où l'importance donc de bien anticiper aussi au niveau des sollicitations aux accompagnements, parce qu'il y a un temps pour que Ella ou Isabelle puissent se libérer pour lire votre projet, vous faire des retours, retravailler éventuellement certaines parties du dépôt et avoir le temps de déposer avant le 2 avril. Donc ensuite, une fois que le projet est déposé, on a 2 phases de lecture de votre projet. D'abord, une lecture interne qui porte surtout sur les critères d'éligibilité. Donc c'est pour ça qu'on vous disait, si votre association ou votre projet ne remplit pas tel ou tel critère d'éligibilité, le projet ne sera pas lu dans son entièreté. Donc ensuite, une fois que cette phase de présélection est passée, il y a une lecture externe de votre projet. Donc le projet va être lu par un expert technique de la thématique et ou du pays d'intervention de votre projet. Donc c'est pour ça qu'il faut voilà, il faut vraiment mettre le plus de détails possible, il vaut mieux en mettre trop que pas assez, et se placer d'un point de vue où un expert technique de votre thématique va lire ce projet-là. Donc par exemple, si c'est un projet autour de la santé, ça va être quelqu'un qui intervient déjà dans des projets liés à la santé, qui est expert dans cette thématique-là. Ce n'est pas l'équipe de la guilde qui va lire, qui va faire cette lecture externe. Bien sûr, entre ces 2 étapes, s'il y a besoin voilà, de quelques informations complémentaires, on pourra revenir vers vous, mais c'est vraiment c'est sous notre sollicitation. Donc enfin, après cette lecture externe, donc il y a le comité final qui réunit l'ensemble des personnes qui ont lu votre dossier, mais aussi des partenaires de la plateforme. J'expliquerai par la suite leur objet. Et donc, il y a un avis final qui est donné sur votre projet. Donc, est-ce que le dossier est retenu et financé ou est-ce qu'il est à retravailler? Et dans tous les cas, qu'il soit retenu ou refusé, vous aurez ce qu'on appelle des avis du jury, donc qui mettent en place des points positifs, des points de vigilance et des recommandations qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de retravailler le projet et de redéposer à la prochaine session. C'est aussi pour ça qu'on en a 2 par an, pour permettre que le décalage dans votre calendrier ne soit pas trop grand et voilà, permettre aux associations de redéposer un projet s'il a été refusé. Une fois que votre projet est accepté et financé, il y a le processus voilà, du projet qui a été lauréat, qui a été financé. Tout d'abord, si le financement que vous avez demandé et qui a été octroyé est supérieur à 5 000 €, on a un avis de non-objection qui est créé. Il y a déjà l'ensemble des rubriques qui ont été demandées lors de votre dépôt. Donc, vous n'avez pas d'informations supplémentaires à fournir là-dessus. Et c'est envoyé à l'AFD qui va passer ces informations dans un logiciel de criblage dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, en gros, ils vont uniquement enquêter sur votre association et vérifier que votre association ne contribue pas au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. Cette étape, elle peut prendre environ 1 à 2 mois. C'est pour ça que je vous préviens sur la date de versement, puisque tant qu'on n'a pas le retour de l'AFD, on ne peut pas débloquer le versement des fonds. Une fois que l'AFD nous donne son accord, on va signer la convention avec vous et vous verser les 2 tiers de la dotation. Cette partie est également importante à retenir. Le dernier tiers, il est réservé et il doit être avancé par la trésorerie de votre association. Il ne sera versé qu'à la validation de votre bilan final, donc après la fin de votre projet. Une fois que vous aurez rédigé votre bilan final narratif et financier, nous, on aura validé cette partie-là et on débloquera le dernier tiers de dotation.
Donc, c'est aussi une partie importante à rappeler parce que donc, il y a une partie qui doit être avancée par l'association d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà pour les informations qui sont importantes. Je me permets de faire une petite pause pour des questions, s'il y en a, avant de passer à la phase de dépôt. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Euh, Dans le chat, il y a deux questions. L'une sur le fait qu'une association qui n'a pas de parrain au Nord ne puisse pas répondre à l'appel à projet. Donc le Il n'y a projet pas doit de quoi forcément en être ordre? porté par de parrain au Nord. Il faut forcément que ce soit une association française qui dépose le projet avec un partenaire au Sud. Et la question suivante, je crois comprendre que c'est une association qui a deux projets, agriculture et élevage. Donc je pense que la réponse est la même que à aux questions précédentes sur les doubles projets. Oui, effectivement, il faudra choisir un des deux projets pour présenter à cet appel. Après, si les projets sont mis en œuvre dans la même localité auprès des mêmes bénéficiaires, bah, ça peut être deux activités distinctes que vous faites rentrer dans un même projet. Ça, je ne sais pas, il faudra voir. Mais si vous avez besoin de conseils justement sur le dimensionnement, par exemple, de votre projet, n'hésitez pas à solliciter un accompagnement justement. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il y en a d'autres. Ok. Il y a des mains levées. Alors, le dernier tiers, il correspond à 33%. Du coup, c'est vraiment deux tiers, et le dernier tiers, il correspond à 33% de la dotation. Donc, par exemple, si on est sur un financement de 10 000 euros, on pourra vous verser que 6 667 euros au début du projet et on retiendra les 3 333 pour être versés a posteriori lors de la validation du bilan. Isabelle, tu disais? Il y a des mains qui se sont levées. Voilà, donc je te laisse. Bon, je pense que Oui, Abibou, peut-être si, je ne sais pas si c'est la main qui est restée levée depuis ouais, tout je à pense que l'heure c'est. ou pas. Sinon, il y a Monsieur Claire et Monsieur Bazin. Je prends la parole. Bon, excusez-moi pour la participation. Il y a une partie, tu avais participation des bénéficiaires, sur les bénéficiaires, dans l'élaboration pour les bénéficiaires. Mais si ces bénéficiaires sont à supposer sont des enfants de maternelle ou bien des bébés concernant voilà, une maternité, parce que les bénéficiaires directs, pour moi, ce seraient les bébés et non les mamans. Et pour une école maternelle, ce sont ces enfants-là, mais comment participeraient-ils à cette, voilà, par rapport à l'élaboration du projet? Merci. Effectivement, dans le cas où le projet vient bénéficier à des enfants, après, il y a toujours moyen de faire entendre leur voix. Mais il y a aussi d'autres relais qui sont peut-être au courant des besoins de ces enfants-là, comme les professeurs, les enseignants, le directeur de l'école, qui, eux, pourront vous orienter sur les besoins de ces élèves. Donc, c'est aussi à adapter en fonction du public. Mais l'idée, en général, c'est pas forcément de donner voilà, la voix aux bénéficiaires, mais c'est de faire entendre des besoins. En fait, pourquoi on a cette condition-là? C'est surtout pour éviter des projets téléportés de l'Europe vers le pays et qui ne sont pas du tout adaptés aux besoins et à la réalité locale. C'est pour ça que pour nous, plus on construit notre réponse basée sur des besoins émis par les populations qu'on vient aider directement, plus on est sûr d'avoir un projet adapté et qui va vraiment en fait servir à ces populations-là. Voilà. Donc c'est cette partie-là qu'il faut expliquer finalement. Merci. Monsieur Bazin? Oui, je reprends la parole. J'ai un petit flou sur la demande. Par exemple, si on a un projet de 100 000 euros, on va faire un Oui. dossier. Est-ce que c'est nous qui déterminons la part entre 3 000 et 12 500 ou est-ce que c'est le jury qui va définir? Et à quel moment on considère que cet argent a suivi alors que le projet ne sera pas terminé? Ou est-ce qu'il faut déposer au sein d'un grand projet un tout petit projet qui rentre dans l'enveloppe? Mhm. Alors, concernant la dotation qui est choisie, disons, c'est vous dans le
budget qui allait solliciter la guilde à hauteur de temps. Donc, c'est vous qui décidez à quelle hauteur vous nous sollicitez. Il peut y arriver qu'on coupe cette subvention quand, par exemple, elle ne répond pas à nos critères. Je vais le passer et l'expliquer un peu plus en détail par la suite, mais on a certains critères de plancher et de plafond qui font que on pourra recouper si ça ne répond pas à ces critères-là. Mais c'est vous qui nous sollicitez à telle hauteur. Ensuite, sur le choix de ce que vous nous présentez, en effet, c'est là où se posent des questions de dimensionnement. Sur un projet de 100 000 euros, vous pouvez choisir de découper ce gros projet de 100 000 euros en plusieurs phases de projet et nous présenter uniquement la phase 1, si cette phase 1 est cohérente et vient répondre à des objectifs spécifiques, etc. Ou bien nous présenter l'ensemble du projet. Dans ce cas-là, si vous nous présentez l'ensemble du projet de 100 000 euros, je ne sais pas, qui dure 3 ans, il faudra bien attendre que l'ensemble des activités ait eu lieu, qu'elle ait dégagé des changements pour nous présenter le bilan final et prétendre au dernier tiers, au versement du dernier tiers. Donc, dans cette phase de dimensionnement, c'est là où je dis que vraiment l'accompagnement est super intéressant parce que et là, Isabelle, les RMA connaissent très bien nos critères de sélection, ce qui passe moins, et peuvent vous conseiller de orienter le projet de telle ou telle manière. En fonction aussi. D'accord, merci beaucoup. Je sais pas si... Ok, parfait. Et là, tu as levé la main et Monsieur Rabérou, ou Madame. C'est Madame. C'est Martine Rabérou. Oui, Bonjour. et si jamais justement la Alors, dernière étape n'est pas conforme à ce que Oui. vous attendez, qu'est-ce qui se passe? Alors, il arrive très, très rarement que ce soit pas conforme parce qu'on reste assez souple. Tout au long du suivi, justement, on vous invite à nous tenir au courant des difficultés auxquelles vous faites face. D'accord. Pardon, ouais. Donc, s'il y a par exemple des décalages par rapport au calendrier, s'il y a une activité qui n'a pas pu avoir lieu en vue du contexte sécuritaire, nous, on comprend tant qu'on est en bonne information, qu'on se tient au D'accord. courant de ce qui se passe. Donc, sur ça, sur les adaptations, on a un lieu de discussion. Si le projet, il a beaucoup changé par rapport à par rapport au dépôt initial, ce qu'on a choisi de financer, il y a possibilité de abandonner le projet, donc c'est-à-dire de choisir de ne plus vous financer sur ce projet-là. Mais il faut vraiment que le projet, que ce soit dénaturé par rapport à ce qui était avancé. D'accord. Il arrive aussi qu'une fois le bilan final, ça est arrivé quelques fois, une fois le bilan final, les activités et les objectifs n'ont pas du tout été remplis. Et dans ce cas-là, on peut refuser effectivement le dernier tiers. D'accord. Ok, Mais, merci. mais c'est assez rare. C'est souvent quand vraiment le projet, comme je vous ai dit, hein, il est dénaturé et que les objectifs, les activités mises en œuvre ne répondent pas du tout aux objectifs qui étaient fixés, quoi. Voilà. Ok, merci. Et là, rapidement, il y a pas mal de... Ouais, ok. allô, Oui, monsieur Attaïou. bonjour, vous m'entendez? Oui. Allô. Oui, on vous écoute. Dites-nous. Oui, excusez-moi, je n'arrivais pas à activer mon micro. Je ne sais pas, mon appareil a bugué ou qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Et ma question, elle va concerner surtout la première partie de votre intervention. C'était par rapport à l'inéligibilité du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Nous avons un projet au Niger depuis 3 ans et vous avez, à notre confrère du Burkina Faso, vous avez répondu à une partie de ma question. Mais je me demandais, est-ce qu'à votre connaissance, il y a en France, je sais pas, des associations, un consortium ou, je sais pas, des groupements d'associations qui plaident un peu pour des projets qui sont dans ces pays-là? Nous avons un projet au nord du Niger et nos interlocuteurs, c'est surtout les coopératives, la mairie et c'est les populations directement. En principe, Oui. voilà, on n'est pas dans les bras de fer politiques entre les États, etc. Je comprends bien. Alors oui, nous, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Coordination Sud et qui a constitué un groupe qui mène des actions de plaidoyer auprès du gouvernement pour, voilà, effectivement, plaider pour une réouverture des financements dans le cadre du développement, de l'aide au développement. Il y a ce plaidoyer-là que je pense toutes les associations peuvent rejoindre. Ils émettent des communiqués sur les actions entreprises, etc.
nous, on a eu aussi, là où on a contribué à ce plaidoyer-là, c'est qu'on a envoyé un formulaire à toutes les associations qu'on avait financées dans des projets qui avaient lieu au Burkina Faso et au Niger pour essayer de faire remonter les informations, les besoins, les demandes de ces associations-là. On a surtout constaté que beaucoup continuaient leurs actions, même suite à l'arrêt des financements. Donc, il était possible de continuer ces actions même en vue du contexte sécuritaire. Donc, c'est ce plaidoyer-là qu'on a fait remonter. Mais effectivement, à part Coordination Sud, je ne connais pas d'autres groupes, mais peut-être que dans les réseaux, dans les régions, il y a peut-être d'autres groupes de réflexion. D'accord, merci. Un mot sur Resacop. Resacop, on a un groupe de travail sur intervenir en situation de crise de manière beaucoup plus large dans les pays en crise où là il y a des échanges un petit peu, mais c'est plus, voilà, je pense à tous les pays en crise aujourd'hui, autres que les 3 pays qui ont été cités. Enfin, il y en a d'autres. Je pense notamment à Haïti ou à Palestine, etc. Donc il y a cette réflexion-là en interne à Resacop. D'accord, merci. Et on avait quelques questions dans le chat, notamment sur la valorisation du bénévolat dans le cadre des projets. Donc, est-ce que le bénévolat est valorisable dans le cadre des projets? Ensuite, sur le fait que 2 associations puissent se mettre ensemble en consortium pour déposer un projet, 2 associations françaises. Et s'il y a un critère de capacité financière pour les associations porteuses en France, donc. Ok, merci Ella. Pour les valorisations, je laisse cette question de côté parce que j'y répondrai par la suite lorsque je vais présenter le budget. Mais oui, bien sûr, il peut être valorisé. Pour la question du consortium, tout à fait. Il y a enfin, il y a certaines associations qui déposent un projet. Alors, ce qui se fait, c'est parce que notre plateforme de dépôt ne permet pas techniquement de déposer, que 2 associations déposent. Donc, en fait, il y a une association qui dépose en son nom, mais c'est bien expliqué lors de l'historique du projet, dans différentes rubriques, que le projet est porté en consortium. Souvent, il y a une convention aussi qui est annexée, ou voilà, un document qui montre bien que ce projet est porté en consortium. Donc oui, dans la plateforme, techniquement, il faut déposer au nom d'une seule association, mais vous pouvez l'expliciter dans la déclaration. En ce qui concerne la dernière question, il n'y a pas de critères de financement de l'association. On ne va pas se dire si l'association sur l'année N-1 a reçu moins de, je sais pas, a porté des projets de moins de 20 000 euros, c'est inéligible. Cependant, c'est vrai que c'est un critère souple qu'on regarde parfois. Typiquement, si une association nous présente un projet à 200 000 euros et que le budget N-1 est de 10 000 euros, voire moins, on se pose la question. Ça peut supposer un point de vigilance. Ça veut pas dire qu'on va pas financer le projet pour cette raison-là uniquement, mais ça peut constituer un point de vigilance du dossier. Voilà, donc je me permets de continuer parce que je vois l'heure continuer, pardon, et on pourra reprendre à la fin toutes vos dernières questions. Mais je déroule la dernière partie, comme ça vous aurez toute la présentation et on pourra prendre un temps pour les questions. Juste, pardon, je te coupe 2 secondes, Noah. Pour information, la vidéo est en cours d'enregistrement et elle sera accessible sur nos sites internet. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai refusé un enregistrement sur un ordinateur. Pardon. Merci Isabelle. Donc, je vais vous présenter maintenant la plateforme de dépôt du dossier. Donc, le dépôt de dossier se fait uniquement à travers cette plateforme qui s'appelle le portail solidaire. On reçoit et on n'accepte rien en papier ou par mail. C'est vraiment tout dépôt, c'est sur le portail solidaire. Donc, le portail solidaire, c'est une plateforme qui rassemble plusieurs acteurs, plusieurs bailleurs. L'objectif, c'est vraiment de rassembler des porteurs de projets, des bailleurs et des accompagnateurs sur une même plateforme. Et pour exemplifier un peu cette volonté que l'on a, il y a un bailleur qui est présent sur la plateforme qui s'appelle Agir sa vie. C'est vraiment voilà, un bailleur qui a des critères de financement du projet, des
manière de suivre leur projet très distinct, enfin distinct des nôtres. Donc, c'est un bailleur à part entière qui accepte, comme vous voyez, qui a des dotations qui vont de 2 000 jusqu'à 15 000 euros pour tout projet. Et vous pouvez directement le solliciter lors de votre présentation du budget. Donc, en fait, l'avantage qu'a cette plateforme, c'est que vous pouvez présenter un même dépôt et solliciter 2 bailleurs dessus. Ça se fait au niveau de votre budget du projet. Donc, une fois que vous avez rempli toutes les rubriques, vous arrivez à la rubrique du budget du projet où vous allez mettre l'ensemble des dépenses du projet et en face, l'ensemble des ressources qui vont permettre de contribuer à ce projet-là. Et dans cette partie-là, vous allez solliciter la guilde, comme vous voyez ici, pour tel montant. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, solliciter la fondation Agir sa vie pour un autre montant. Donc, il faut bien faire attention à aller voir leur site, à aller voir leurs critères, parce que tous les projets ne sont pas finançables. Par exemple, ils ne financent pas des projets autour de l'éducation ou de la santé. Mais si votre projet est pertinent pour leurs critères, vous pouvez aussi les solliciter. Vous pouvez aussi faire le choix de remplir ce dépôt et de solliciter uniquement Agir sa vie ou uniquement la guilde. Vous n'êtes pas obligé de nous solliciter les deux à chaque fois pour le projet. Voilà. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Héloïse qui va vous présenter le dépôt de dossier. On ne t'entend pas du tout, Héloïse. Ton micro est allumé pourtant, mais on ne t'entend pas. Là, vous l'entendez? Ouais. Et là, c'est Avec un écho. Ouais. Ou alors sinon. Sinon, vous inversez d'ordi. Oui, c'est bon. Est-ce que vous nous entendez là? Ouais, c'est bon. Donc, je suis Louise Ruban, stagiaire à la guilde pour 6 mois auprès des chargés de mission programme territorialisé des micro-projets. Et je vais vous présenter donc, le dépôt de dossier, donc les étapes pour demander un financement. Donc, tout d'abord, il faut créer un espace association sur le site Portail Solidaire pour chaque association, donc dans l'espace qui est dédié. Donc, il faudra d'abord indiquer donc, le mail de l'association ou celui du porteur de projet, le mail sur lequel vous répondrez le plus rapidement, puisque la guilde pourra être amenée à vous solliciter régulièrement lors des différentes phases d'instruction, mais aussi lors du suivi du projet. Il faudra aussi indiquer des informations propres à chaque association, par exemple le compte de résultat de l'association à l'année N-1, la première publication au journal officiel, ou encore faire une présentation de l'association avec l'indication de son domaine et de sa géographie d'intervention. Une fois que l'espace association a été créé, ça reste tout le temps et donc à chaque nouvel appel à projet, il est possible de réutiliser cet espace pour redéposer un projet. D'abord, dans les différentes rubriques présentes sur la demande, il y a l'introduction. Donc, il faut bien faire attention d'abord à la sélection de l'appel à projet. Voilà, il y a différents appels à projets, comme vous l'a dit Noah. Et donc, il faut bien faire attention à sélectionner le bon, sinon la demande ne sera pas prise en compte. Donc, dans l'introduction, dans la rubrique introduction, il faut indiquer le titre du projet qui doit être succinct et expliciter correctement l'objet du projet et éventuellement aussi son sous-titre. Il faut également apporter un résumé, un résumé du projet qui doit donner à voir en quelques lignes ou paragraphes le projet et ne doit pas être trop long. Donc, petit conseil, il est préférable de rédiger ce résumé à la fin, une fois que toutes les autres rubriques ont été effectuées pour correctement synthétiser votre projet. Il existe aussi donc une autre rubrique sur les objectifs
donc globaux et spécifiques. Et ils doivent renvoyer aussi aux objectifs de développement durable. Donc, il est obligatoire de les remplir, ces objectifs de développement durable. On conseille entre 2 et 3 par projet. Il faut aussi indiquer donc, le contexte, donc, qui est une présentation, on va dire, en entonnoir, c'est-à-dire qu'on commence par le général avec le pays, puis par la région et la zone d'intervention. Il faut aussi faire une présentation du contexte thématique. Et donc, ça permet d'expliquer et de montrer la pertinence du projet. Et c'est un peu comme si on faisait une présentation à quelqu'un qui ne connaît absolument pas le contexte. Voilà, donc par exemple, il est aussi intéressant d'expliquer ce qui existe déjà dans le contexte, donc revenir sur l'historique du projet, comme l'avait mentionné tout à l'heure Noah. Donc, par exemple, s'il existe déjà une école dans un projet d'éducation. Voilà, donc il est intéressant aussi d'apporter des éléments sur l'environnement local ou sur d'autres acteurs locaux qui pourraient intervenir dans le cadre du projet. Voilà, et donc dans l'historique du projet, on peut revenir sur l'historique des relations avec les partenaires locaux et sur le diagnostic qui a pu être effectué au niveau local. Et donc, ça permet de répondre à la question de comment et pourquoi une réflexion autour de ce projet a amené cette solution. Voilà. Tout à fait. Merci Héloïse. Donc, je vais continuer sur le deuxième onglet qui concerne le partenaire local. Donc, pour le partenaire local, comme je l'ai déjà dit, ça doit être donc une personnalité morale et non pas une personne physique. L'idée de cette rubrique, c'est d'expliquer pourquoi le projet s'effectue en partenariat avec ce partenaire. Donc, l'idée, c'est de démontrer la légitimité et la pertinence de ce partenaire dans le cadre du projet qu'on va mettre en œuvre. Et à l'inverse aussi, de comprendre en quoi l'association française, en quoi vous êtes légitime à porter ce projet. Voilà, en quoi ce partenariat, il a tout son sens parce que chacun apporte et contribue d'une manière spécifique au projet. Donc aussi, votre partenariat, votre historique, comme l'a dit Héloïse, il est important dans le contexte, dans l'historique du projet. Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Est-ce que vous avez déjà mis en œuvre des projets ensemble? Ça fait partie des informations qui sont attendues dans ces parties-là. On demande aussi le CV du porteur de projet sur place qui va porter le projet localement. Également, pour regarder, pour voir en quoi il apporte des compétences, une expertise, une connaissance aussi du lieu spécifique et qui vont venir contribuer à la mise en œuvre du projet. Comme j'avais mentionné lors d'une question, il y a bien une convention de partenariat qui vous sera demandée, qui sera donc bien signée par les deux parties, donc par l'association française et la structure locale. Et si vous souhaitez, oui, on a des modèles disponibles qu'on peut vous partager. Il y a aussi une partie où vous pouvez rajouter d'autres partenaires. Donc, on vous demande de choisir un partenaire privilégié avec lequel vraiment le projet va être co-construit et mis en œuvre conjointement. Mais vous pouvez avoir d'autres partenaires qui viennent s'ajouter au projet et c'est dans cette partie-là que vous pouvez les mentionner et expliquer leur rapport dans le projet. Ensuite, il y a un onglet très important, c'est l'onglet activité. Donc, l'idée, c'est vraiment de détailler les différentes étapes de votre projet et comment ils vont se mettre en œuvre dans le temps. Donc, comme vous voyez, il y a une phase début et fin, donc bien voir comment le projet s'effectue chronologiquement. Et ensuite, on va vous demander des éléments concrets tels que les moyens humains et financiers qui vont être mis en œuvre et aussi les résultats attendus de cette activité précise. Donc, en quoi cette activité va nous permettre de répondre aux objectifs du projet. Vraiment comprendre la construction, le lien entre nos objectifs et les activités qu'on va mettre en œuvre. L'idée, c'est vraiment d'être le plus concret possible dans cette partie. Comme je vous disais tout à l'heure, le plus d'informations, c'est le mieux. Donc, bien réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place, qui le met en place, où est-ce qu'on le met en place et comment on le met en place. Comme j'ai déjà mentionné, donc on ne finance pas des activités qui ont déjà été engagées, mais bien celles qui sont à venir, donc à compter de la clôture de l'appel à projet, qui, dans ce cas-là, est le 2 avril 2024. Donc, voilà. Et c'est là aussi où on va regarder que votre projet fasse au minimum 1 an et au maximum 3 ans.
Donc, il faut une cohérence aussi dans la mise en œuvre des activités. Après, donc, il y a un onglet qui concerne les bénéficiaires. Donc, on va vous demander les bénéficiaires directs du projet, dont la part de femmes et de jeunes, et les bénéficiaires indirects. Il y a aussi une partie où on demande l'implication de ces bénéficiaires-là. Donc, ça nous permet d'observer le critère de sélection que j'ai mentionné plus haut. Et ensuite, donc, les 3 questions sur l'égalité femmes-hommes, la jeunesse, l'implication des femmes, l'implication de la jeunesse dans le projet et les personnes exclues du projet. Donc, cette question, elle est parfois difficile à comprendre, peut-être qu'elle elle est mal formulée aussi. L'idée, c'est de se dire que comme on a des moyens et un champ d'action qui est limité, forcément, donc tout projet peut, elle a sa part d'exclus. Soit de manière active, car ils ne sont pas sélectionnés, soit de manière passive, juste parce qu'on a choisi un village par rapport à un autre, où on est obligé de restreindre le nombre d'étudiants qui vont bénéficier de telle ou telle action par rapport à d'autres. Donc l'idée, c'est juste de comprendre et de savoir si vous les avez identifiés, si vous en êtes conscient, voilà, quelle part d'exclus porte le projet, et de voir aussi comment, de réfléchir si cette part d'exclus peut, d'une manière ou d'une autre, apporter des blocages au projet. Et donc, comment on fait en sorte de prendre en compte ces potentiels blocages et de mettre en place des actions, par exemple de sensibilisation, qui vont permettre de éviter ces blocages-là. Il y a une partie sur la viabilité du projet qui se découpe en plusieurs sous-parties. Une des sous-parties les plus importantes, c'est la viabilité financière. Donc, encore une fois, ça revient à la question de la pérennité qu'on va regarder lors des critères de sélection. Et l'idée, c'est de se questionner sur comment seront pris en charge les différents frais de votre projet sur le moyen et long terme. Donc, par exemple, s'il y a des frais de maintenance ou de fonctionnement qu'engage le projet, comment ceux-ci sont pris en charge, pris en compte dans la suite de votre projet. Vraiment, là, on se projette sur la suite de votre projet, une fois que les financements sont arrêtés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a différentes manières pour l'atteindre. Donc, les financements par base communautaire, un partenariat, l'implication financière de l'État, des activités génératrices de revenus. Enfin, il y a beaucoup d'autres moyens, mais là, c'est quelques exemples. Ensuite, donc, il y a d'autres sous-catégories sur la partie de la viabilité. On va notamment demander la viabilité sociale et culturelle. Donc, en fait, c'est juste de savoir comment le projet est accepté localement. Encore une fois, c'est de voir si le projet respecte les mœurs et les traditions locales, pas faire un projet qui va à contre-courant de ce qui existe localement. La viabilité politique et réglementaire, c'est de voir si vous avez impliqué impliqué les autorités traditionnelles et modernes. La viabilité environnementale, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc voir en quoi votre projet peut avoir un impact positif sur l'environnement. Et s'il a un impact négatif, par exemple, au niveau de la construction, c'est de se questionner sur le type de matériaux qu'on utilise et de voir si on ne peut pas utiliser des matériaux un peu plus responsables écologiquement. Sur la viabilité technique, donc c'est là aussi où on va voir quelle nécessité il y a pour assurer la pérennité des matériaux qu'on va mettre en place. Donc, est-ce qu'il y a une maintenance qui est nécessaire et s'il y en a une, qui va être chargée de cette maintenance-là? La viabilité organisationnelle, donc elle est assez connectée à la viabilité technique. Donc, c'est se questionner sur, après la mise en place du projet, et une fois que l'association française n'est plus celle qui suit le projet, qui va en assurer sa gestion. Donc, voilà, qui va assurer tout simplement le suivi du projet pour le rendre pérenne, qui sont les personnes peut-être qui vont être formées pour tenir ce type de rôle. Je pense par exemple au comité de gestion dans le cas d'un forage pour mettre en place un puits. Est-ce qu'il y a un comité de gestion de l'eau qui va être créé, qui va être formé pour gérer toute cette partie, toute la maintenance qui découle de ce type de projet? Ensuite, on a donc un deuxième onglet qui concerne le suivi et l'évaluation de votre projet. Donc, on va vous demander le dispositif d'évaluation qui est mis en place. Donc, par exemple, quels sont les indicateurs que vous mettrez pour être sûr de dégager les bénéfices, les changements liés à votre projet. Donc, l'idée, c'est de voir aussi comment vous, dès le diagnostic, vous anticipez ces indicateurs-là et vous avez déjà réfléchi aux changements que vous voulez voir apparaître grâce à votre projet et de comment on va les mettre, on va les permettre de les souligner, de les mettre en avant.
Il y a donc aussi une partie sur les actions de sensibilisation en France. Donc, l'idée, c'est de voir comment l'EXI, les activités de sensibilisation, de voir quelles sont les retombées en fait, de votre projet aussi en France. Ce n'est pas du tout un critère rédhibitoire. Si vous n'en menez pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas un critère rédhibitoire, comme j'ai dit. Mais bon, c'est toujours intéressant de montrer ce que vous faites aussi en France et quel écho votre projet peut avoir en France. Et enfin, il y a une question donc, sur le prolongement, des prolongements potentiels envisagés sur votre projet. Pareil, ce n'est pas obligatoire, mais si c'est un prolongement d'un précédent projet ou si il y a la volonté après cette phase, peut-être que ce projet, c'est un premier projet expérimental et que s'il marche bien, on a envie de le déployer, de le dupliquer dans d'autres parties, c'est intéressant pour nous de le savoir. Donc, vous pouvez le mettre dans cette partie-là. Voilà en ce qui concerne la viabilité. Donc, je passe sur la partie budgétaire du projet, qui est peut-être une partie assez importante. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans le budget, il y a deux parties. Il y a la partie dépenses du projet et la partie ressources du projet. Donc, dans la partie dépenses, vous allez lister l'ensemble, vraiment l'ensemble des dépenses qui sont liées au projet. Et vous pouvez les ranger par type de dépenses. Le plus courant, c'est par exemple les frais de construction, les frais de suivi évaluation, les frais d'aménagement, les frais de formation. Ou vous pouvez aussi les ranger par objectif spécifique ou activité. Mais bon, ça, c'est vraiment comme vous souhaitez présenter votre budget. Et donc, les dépenses inéligibles à notre dotation, elles doivent quand même figurer parce que ça permet de comprendre la cohérence de l'ensemble de votre projet. Si vous nous en parlez dans les activités, on va s'attendre à qu'il y ait des moyens financiers qui soient mis pour telle ou telle activité. Il y a aussi deux petites rubriques qui sont les frais divers et imprévus et les frais administratifs. Donc, les frais divers et imprévus, c'est maximum 50%, il me semble. Ouais, 5%, merci Héloïse, du budget. Nous, on vous recommande de mettre une partie dans ces frais. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent ou il y a parfois des difficultés contextuelles qui se passent dans votre projet. Et donc, cette partie-là vous permet de prévoir des complications qui pourraient y avoir dans votre projet. Les frais administratifs également, donc c'est la partie que je disais, c'est des frais qui sont non fléchés. Et encore aujourd'hui, on va vous demander des factures sur cette partie-là pour justifier. Donc, ça peut être par exemple l'électricité, l'Internet qui est nécessaire pour mettre en place ou pour suivre tel ou tel projet sur place. Donc, voilà, ça c'est deux rubriques que vous pouvez, donc maximum 5% et 10% du budget total du projet. Sur la partie ressources, ce qui est important à dire, c'est que vous allez nous donner un prévisionnel de où vous allez chercher les ressources qui vont permettre de financer le projet. On est totalement conscient que cette partie-là est vouée à changer si vous n'avez pas acquis tel ou tel financement, si vous avez eu des opportunités de financement par ailleurs. Mais l'idée, c'est de nous présenter ce que vous comptez solliciter ou ce que vous avez sollicité. Et c'est pour ça que vous pouvez mettre soit sollicité, soit acquis. Si le financement est acquis, on vous demandera un justificatif de cofinancement, donc une preuve que le financement a bien été acquis. Et donc, il y a une deuxième partie dans ce budget, la partie en bas qui s'appelle les valorisations. Donc, les valorisations, ce qu'on entend par ça, c'est toute contribution non monétaire au projet. Donc, tout ce qui est donné ou prêté gracieusement. Ça peut être justement la main-d'œuvre bénévole, mais aussi le don de matériel, un don de terrain, enfin voilà. L'idée, c'est qu'il est important de valoriser ces dons-là, ces prêts-là. Et donc, l'idée, c'est d'évaluer ce que ça vous aurait coûté si vous aviez dû acheter ou louer ce bien-là ou ce service-là. Donc, de l'estimer, par exemple, si il y a une partie de la construction qui se fait grâce à de la main-d'œuvre bénévole, c'est d'évaluer, par exemple, au SMIC horaire ce que ça vous aurait coûté et de le mettre dans la partie, donc, apport du partenaire local, par exemple. Donc, cette partie-là, elle peut être financée jusqu'à 25%, elle peut faire contribuer au projet jusqu'à 25% du budget total du projet. Et on regardera uniquement les valorisations locales sur place. Voilà, donc évidemment, comme c'est des valorisations, c'est le même montant aussi bien dans les dépenses que dans les ressources, vu que c'est quelque chose qui est donné, qui est prêté gracieusement. Donc là, on passe au dur de la présentation. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez demander entre 3 000 et 12 500 de dotation à la guilde et jusqu'à 20 000 €
si vous avez déjà été financé par la guilde et si vous avez un budget annuel qui est supérieur à 50 000 euros. Mais dans cette dotation, il faut que la somme sollicitée soit inférieure ou égale à 50% du budget prévisionnel du projet, au maximum. Donc, la somme que vous demandez ne peut pas être plus grande que la moitié du budget total du projet. Donc, je vous ai mis un exemple pour vous illustrer un petit peu. Donc, par exemple, si vous avez un projet à 10 000 euros, vous pouvez demander maximum 5 000 euros à la guilde. Des 5 000 euros qui restent à financer du projet, il y a jusqu'à 25% qui peuvent être valorisés. C'est-à-dire que du coup, vous aurez à chercher que 2 500 euros en plus, si vous voyez ce que je veux dire. Après, tout ça, ça dépend aussi de vos dépenses, de si vous avez des valorisations. Enfin, c'est tout un calcul. On peut vous aider d'ailleurs sur ces calculs-là, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Donc voilà pour la partie budgétaire. Je finis juste sur l'éligibilité des dépenses. Globalement, tout ce qui est éligible à notre dotation, c'est tous les frais liés à la mise en œuvre sur place. Donc, par exemple, tout ce qui est acheté localement, les livres, les frais de construction, les matériaux, tout ça. Aussi les salaires, donc par exemple les salaires des formateurs locaux. Voilà, tous les achats, les frais, enfin, c'est listé juste là. Alors, les salaires locaux, ils peuvent être présentés et peuvent être pris en charge si vous démontrez bien comment ces salaires seront pérennes et seront pris en charge par la suite. Donc, on peut aider, impulser le financement de ces salaires-là en sachant que ça va être ensuite, à la fin du projet, pérenne. Voilà, et donc, à contrario, tout ce qui est inéligible, c'est en gros, pour résumer, c'est tous les frais liés à l'association française. Donc, par exemple, s'il y a des missions, tous les frais de déplacement, les missions, etc., ne pourront pas être pris en charge par notre dotation. S'il y en a, il faut les présenter quand même dans le budget, mais il faut l'enlever quand vous calculez les 50% du budget total. Donc là, je vous ai listé tout ce qui est pas éligible, mais ce qui revient souvent, c'est souvent les missions et les matériels. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure à la question du monsieur, parfois, il y a des matériaux très spécifiques qui peuvent vraiment pas être trouvés localement ni dans les pays voisins. Quand c'est le cas, il faut le mentionner dans le dépôt et on verra si on peut faire une dérogation. Donc, comme je vous ai dit, il y a des experts techniques, mais aussi des pays qui lisent vos projets et qui pourront nous faire part de leur ressenti sur cette demande-là. Et oui, s'il y a une erreur, il n'y a aucun souci. Nous, on pourra baisser, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dotation. Si vous avez demandé une dotation supérieure aux frais, on pourra la baisser. Si vous avez demandé plus, on ne va pas juste refuser l'ensemble de la dotation si le projet est quand même cohérent, pertinent et qui répond à nos attentes. Voilà, donc je laisse Héloïse pour la dernière partie de la présentation. Donc oui, donc pour la suite des rubriques, il y a annexes, photos et vidéos. Donc les annexes sont très importantes et souvent trop négligées dans les dépôts de dossiers. Donc elles doivent être ajoutées obligatoirement les demandes institutionnelles signées, c'est-à-dire les accords avec les mairies, les écoles, les ministères si besoin. Il faut aussi ajouter donc les devis. Et les devis, c'est vraiment très important parce que ça permet de justifier et de comprendre les frais qui sont estimés dans le budget et donc de montrer aussi l'avancée du projet et donc le fait d'avoir déjà fait les devis, quoi. Concernant les photos et les vidéos, ça peut être aussi bien de les ajouter uniquement si elles sont par contre, elles permettent vraiment de comprendre le cadre du projet et il faut bien respecter aussi la taille maximale indiquée sur le site. Aussi, donc les dossiers de subvention peuvent être ajoutés, mais ils ne sont pas forcément lus puisque, comme vous le savez, il y a beaucoup de dossiers qui vont être présentés lors de cet appel à projet. Et donc, ils peuvent faire l'objet simplement d'une lecture transversale. Voilà. Voilà. Peut-être la slide. Ouais, simplement, oui, pour compléter, effectivement, les annexes, comme a dit Héloïse, c'est souvent négligé. L'idée, c'est pas de demander de rajouter tous ces annexes, mais ça permet aussi de concrétiser un peu le projet et de permettre au jury de se projeter.
Donc, les devis, par exemple, pour les gros postes de dépenses, ça permet de voir, comme l'a dit Héloïse, que vous êtes dans une phase de planification avancée de votre projet et vous avez déjà identifié des partenaires avec lesquels vous allez mettre en place ou des prestataires avec lesquels vous allez, une fois financé le projet, vous allez mettre en place. Concernant donc, quelques règles pratiques, comme l'ont dit Ella et Isabelle dans le chat, un Canva Word pourra vous être envoyé pour remplir dans un document à part toutes les informations. Ça peut être vraiment intéressant étant donné que, pour rappel, le portail solidaire est un site internet et il peut donc arriver certains problèmes techniques dessus. On est aussi bien conscient que le dépôt peut sembler conséquent et long à rédiger, mais ça permet vraiment pour le jury de centrer votre projet au sein des grands objectifs et aussi de mieux comprendre le sens de votre action. Donc c'est vraiment très très intéressant de peut-être même trop expliquer l'action et trop développer que pas assez, tout en restant évidemment dans la juste mesure, étant donné que de nombreux dossiers seront déposés et que tout ne pourra pas non plus, pas lire un dossier qui fait 50 pages, quoi. Voilà. Oui, il faut faire... oui, non, c'est bon. Par rapport à la zone rouge aussi, il faut effectivement faire attention à bien expliquer, peut-être un peu plus détaillé, notamment au niveau du contexte donc du pays et même de la localité. Voilà. Ouais. Peut-être, je ne sais pas si zone rouge, c'est des zones indiquées par le ministère des Affaires étrangères et des Affaires européennes dans leur site. Donc, vous avez une partie zone rouge, vous pouvez taper République démocratique du Congo, zone rouge, MEAE. Vous avez une map qui est donnée. Et ça, effectivement, comme a dit Héloïse, ça permet de... Nous, on regardera si c'est en zone rouge et il y a un protocole aussi sécuritaire qu'on vous demandera si le projet est financé. Mais déjà de nous dire quels sont les déplacements ou pas prévus de l'association française et d'adapter aussi la répartition des rôles entre le partenaire local et l'association française. Voilà, ça constitue un point d'attention si votre projet est en zone rouge. Merci. Et donc, concernant tout ce qui vient de vous être dit par rapport à la rédaction du dossier en ligne, si vous avez encore des questions, il est évidemment possible de contacter donc, Ella et Isabelle ou la guide, mais avant, toutes les informations un grand nombre d'informations en tout cas sont déjà mises en ligne. Donc, notamment sur le tutoriel d'aide au développement, au dépôt du dossier, pardon, comme indiqué sur la diapositive. Donc, directement sur le portail solidaire, il est possible de télécharger un document qui fait à peu près 8-10 pages qui vous réexplique tout ce qui vient de vous être dit. Il y a aussi un ensemble d'informations qui sont mises directement sur le portail solidaire, comme une foire aux questions avec un ensemble de réponses déjà apportées. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera. Enfin, donc, il y a un ensemble de liens qui sont disponibles donc, dans ce diapo qui vous sera évidemment envoyé par la suite, qui peuvent vous renvoyer donc, à un ensemble d'informations, notamment, je pense à la médiathèque où il y a un ensemble de guides qui sont déposés, mais aussi de fiches projets qui peuvent rappeler d'autres projets qui ont déjà été financés. Donc, vers le lien vers le dépôt de projet ou encore vers les objectifs de développement durable qui sont nécessaires, donc qu'il faut absolument remplir dans la demande de projet. Donc, si vous voulez savoir lesquels remplir, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être Monsieur Aliou? Oui, Noah, bonjour, Ella, bonjour, Héloïse. Nous sommes une association récemment recalée, donc je voudrais savoir, concernant les annexes,
tous les contrats qui ont été signés avant, les engagements, les devis, est-ce qu'il faudrait les renouveler dans le cadre d'un nouveau dépôt? Vous avez été refusé à la session dernière? Oui, oui, la toute dernière, oui. À printemps, à automne, bah, non, si c'est des devis qui ont été faits récemment et que le prix surtout a pas beaucoup bougé, bah, parfois il y a une forte dévaluation de la monnaie ou alors une inflation qui est très importante et qui fait fluctuer énormément les prix. Dans ce cas-là, il est pertinent de refaire des devis. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez remettre les devis qui ont déjà été faits. Si le prix est toujours correct, ouais, pas de souci. Et concernant les engagements institutionnels, donc tous les contrats que nous avions signés avec les mairies, les S'ils régions, sont toujours d'actualité, si par oui, exemple vous avez signé un contrat avec où la mairie s'engage à certaines choses et qu'elle est toujours d'accord, vous pouvez remettre le même, oui. ok. Et concernant l'achat d'ordinateurs, par exemple, on a plus de qualité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bah, là, c'est un parti pris de la guilde. En fait, on se dit que votre projet peut aussi contribuer à développer l'économie locale et qu'en allant, en exportant du matériel, par exemple, de la France vers le pays, déjà, ça pollue parce que bah, c'est un conteneur qui doit venir, etc. Et aussi, bah, ça ne permet pas de faire vivre l'économie locale. Nous, on estime que pour la majorité des matériaux qui sont utilisés dans les projets, il y a en fait localement tout ce dont il y a besoin. Alors encore une fois, il y a certains cas spécifiques où bah, des fois ce n'est pas le cas. Là, n'hésitez pas à l'expliquer dans le dépôt et on verra en fonction du retour aussi de nos experts voilà, si cette dérogation est possible. Ok, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je suis tout à fait d'accord par rapport à l'intervention qui vient de finir là, par rapport aux achats des matériels. Surtout en Afrique, parfois, on a tendance du moins cher et faire beaucoup de bénéfices. C'est vrai, il y a les enjeux des environnements. Ça nous est arrivé déjà acheter des ordi sur place qui vient un peu, disons, de la Chine, un peu à côté. Et parce que là-bas, on ne produit rien. Tout ça vient de l'importation, quel que soit, il y a la pollution par rapport au voyage, parce que rien n'est produit sur place. Et qu'à un moment donné, ce sont des ordinateurs qui durent neuf, 2, 3, 4 mois, et puis on revient, disons, à la case départ. Parce que c'est l'emballage est neuf, mais je peux dire c'est de n'importe quoi donc à l'intérieur. Voilà. Donc, aussi, dire que j'aide et que je connais aussi la suite, revenir au cas départ, il faut peut-être, pourquoi pas voir cette façon de faire, en fait. Ouais, bah, je comprends tout à fait ce que vous dites et je pense effectivement que c'est une réalité. Parce que c'est de l'arnaque, hein, c'est de l'arnaque directement. Tout le monde est lésé, et le consommateur local, et nous qui avons la volonté, disons, d'aider, tout le monde est dans le truc. Et on est soumis à une exigence aussi sur laquelle il faut tourner l'économie locale, mais pour moi, ce n'est pas tourner l'économie locale, c'est enrichir des arnaqueurs plus qu'autre chose. C'est sûr. Dans ce cas-là, oui, c'est vrai qu'il faudrait voir le prestataire en fait auprès duquel vous achetez le produit, de comprendre bah, d'où viennent ces produits-là et de voir s'il n'y a pas. C'est vrai que c'est compliqué, surtout sur les achats numériques. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est une théorie vraiment à l'occidental et à l'européen, sur lequel ici il y a des règles, des normes et puis toutes les lois sont respectées. Ouais. Si on a affaire aussi, on peut porter plainte. Là-bas, on porte plainte, c'est vous-même qui serez en prison. Bon, voilà. C'est plus se créer des problèmes plus qu'autre chose. Oui, je comprends. Bah, je pense que vous pouvez expliquer ça dans le dépôt et on verra, mais c'est vrai que ça nous arrive d'avoir ce type de demande, ce qui est réel. Nous, on pensait plus, par exemple, dans de la construction, dans des frais comme ça, même dans l'aménagement pour la production de tablements, etc., de solliciter des artisans locaux. C'est beaucoup plus pertinent que même si, par exemple, le matériel est donné par des écoles françaises, le coût que ça a de les ramener sur place, vaut mieux les faire produire localement. Mais là, je pense à des matériaux qui peuvent être produits et que, comme vous dites, que vous pouvez solliciter et vraiment produire sur place et non pas exporter et racheter, quoi. Ça dépend, disons, comment on les fabrique. Parce que aussi, je peux le dire, donc on peut le fabriquer localement,
la qualité n'est pas bonne, par exemple, la planche qui est fabriquée ou bien un chevron vient d'Afrique du Sud, je dis du cas des Comores, par exemple, que nous intervenons beaucoup, ils viennent d'Afrique du Sud, viennent de je ne sais pas où, c'est la même chose, parce que le coût de production locale est très élevé, parce que rien n'est produit sur place. C'est-à-dire, je peux trouver un tableau-banc que peut-être je le fais venir avec de la qualité, avec tout ça, de la résistance, à peu près à un prix de 200 €, je peux l'avoir donc à 500, 600 €. Et je n'ai pas aussi la qualité. Et ça revient, voilà, la France est venue là, ils nous amènent que de merde et tout ça, on revient au casse-départ. On ne sait pas, aussi parfois ici, on nous met, disons, dans des conditions qu'on ne peut pas satisfaire aussi, on est obligé de faire avec. Oui, bien sûr. Il y a d'autres qui s'en foutent, hein, parce que donc ils font, mais il y a d'autres, moralement, en respectant, disons, les valeurs, et tout ça, ça nous gêne. Mais bon, si on est soumis à des règles, on se met, mais il faut le dire, la vérité, la vérité, elle est comme ça. Donc, je suis tout à fait d'accord par rapport au monsieur de la question qu'il a posée. Tout à fait. Ben oui, tout à fait, je prends bien note. Effectivement, aujourd'hui, c'est nos critères, mais on peut être amené à les questionner. En tout cas, je prends bien note de votre remarque. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'appel à projet, les critères, le dépôt? Bon, je pense pas. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. On a déjà dépassé l'heure. Oui, Je vous ok. remercie beaucoup pour votre attention et pour votre écoute active. Et puis voilà, les réseaux régionaux, Héloïse et moi-même, on reste à votre disposition pour toute question, pour vous aider à remplir le dépôt. Voilà. Je vous Bonjour, souhaite. Madame Noël. Ouais. Merci à vous. Merci à Merci. tous.